Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Martial Zebelinga, économiste et sociologue, ainsi que nos deux éditorialistes, Nadia Lamarbi et Alfred Shango. Ouvrons notre dossier du jour. Au Cameroun, le gouvernement expose ses ambitions à l'horizon 2035. Première étape, cibler les secteurs créateurs de richesses pour atteindre l'émergence. Les autorités misent sur le potentiel des ressources minières et pour cause, le pays dispose notamment de gisements de fer, de bauxite ou encore de nickel. Un reportage d'Abdelaziz Adamias, notre correspondant au Cameroun. Depuis le début des années 2000, le Cameroun a engagé une réforme de sa politique économique minière afin de faire du secteur minier le pilier de l'économie camerounaise dans les prochaines décennies. De vastes projets visant à rechercher mais aussi à exploiter le sous-sol camerounais sont engagés sur l'ensemble du territoire camerounais. En effet, le pays est divisé en 10 régions. Le sous-sol de chacune d'elles regorge d'importants gisements. Parmi ces ressources minières, l'on peut citer entre autres le fer, la bauxite, le manganèse, le cobalt, l'or ou le diamant. Le pays a choisi de déléguer la mise en valeur de ces ressources minières à des compagnies privées étrangères, tout en se gardant le soin de réguler et de centraliser cette gestion des mines. Les différents projets qui sont en cours, il y en a un où l'État a une proportion assez importante dans la structuration de la propriété du projet. C'est le projet de cobalt, nickel et manganèse, dont à travers la Société nationale d'investissement, l'État contrôle à peu près 40%, vous voyez, des droits de la propriété du projet. Donc en même temps qu'il est État et il a signé une convention minière dont il peut tirer en termes d'impôts et taxes, mais il est aussi investisseur. 167 permis de recherche sont octroyés à des entreprises pour l'exploitation des ressources naturelles et notamment des richesses minières du sous-sol camerounais. D'après le gouvernement camerounais, le potentiel minier du pays compterait parmi les plus importants. Des efforts sont donc engagés pour la valorisation du secteur et contribuer de manière efficace au développement du pays. À cet effet, lors de la conférence internationale des mines qui s'est tenue en mai dernier à Yaoundé, le gouvernement camerounais reconnaissait le potentiel minier du pays. Le ministre des Industries, des Mines et du Développement technologique du Cameroun avait parlé du scandale géologique pour évoquer les ressources du sous-sol camerounais en matière de richesses naturelles. À ce jour, l'on dénombre 5 permis d'exploitation minière octroyés. Entre autres, le nickel, le cobalt et le manganèse, le diamant et des substances annexes de mobilon, ressources naturelles parmi tant d'autres, sont confiées à des entreprises étrangères. En matière d'exploitation minière, le Cameroun semble avoir pris le taureau par les cornes pour valoriser son potentiel minier, si riche et si diversifié sur l'étendue du territoire national. Le Cameroun dispose d'un code minier à travers des textes qui régissent le secteur minier, notamment la loi numéro 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Ce que je retiens de ce code minier-là, c'est une disposition hyper importante. Il impose à toutes les entreprises minières qui vont extraire des ressources minières du sous-sol camerounais d'exploiter 15% de ces ressources-là sur place. C'est une disposition majeure, justement, qui, me semble-t-il, tombe à propos parce qu'elle va permettre effectivement un développement de l'industrie minière au Cameroun au plan local. Des partenariats avec des entreprises qui permettront au Cameroun d'en tirer de grands bénéfices. Les mines, c'est actuellement à peu près 8-9% du PIB, donc c'est assez faible, quoi. Si des grands projets sont développés avec l'impact que ça peut avoir au niveau des petites et moyennes entreprises et des citoyens, donc normalement la valeur ajoutée peut s'accroître. Au Cameroun, des projets sur l'exploitation des richesses minières du pays sont en cours grâce aux différents permis de recherche octroyés à des entreprises essentiellement étrangères. Plusieurs autres entreprises continuent de négocier des conventions avec l'État camerounais pour l'exploitation des ressources minières qui, par ailleurs, intègrent d'autres chantiers. Le projet de fer de Mbalam, qui intègre donc une construction de chemin de fer, presque 500 et poussières de kilomètres, avec un port, donc qui est intégré au vaste projet de port en eau profonde de Kribi. Donc là, c'est aussi un projet qui est avancé. L'État a signé déjà une convention minière, donc ils sont en phase de montage financier, quoi.
Selon certains économistes camerounais, si le potentiel du pays en matière de ressources naturelles et minières est effectivement mis en valeur, ces ressources pourront à elles seules contribuer à booster l'économie et accélérer le développement de cette Afrique en miniature. Vous avez comme ça beaucoup de gisements au Cameroun qui sont encore en phase d'exploration, mais pour les premiers résultats que nous avons en termes de potentiel, ben on se dit, si jamais tout cela pouvait être matérialisé par une exploitation véritable, le Cameroun à l'horizon 2035 pourrait même être ce que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas. À travers ses efforts engagés dans sa politique de valorisation des ressources minières, par son accès au statut de pays conforme à la norme de l'initiative pour la transparence des industries extractives, le gouvernement camerounais matérialise cette volonté de mettre ce secteur au cœur du développement. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'admission officielle du Cameroun au processus de Kimberley en août 2012. L'ITI est une coalition composée de gouvernements, d'entreprises, de groupes de la société civile, d'investisseurs et d'organisations internationales qui a pour but d'amener les pays riches en ressources naturelles de rendre publics les résultats de l'exploitation de ces ressources. Je crois que l'admission du Cameroun à l'ITIE est quelque chose d'intéressant parce qu'au moins on pourra, ne serait-ce que pour la partie visible, savoir combien on a produit. Et voir un peu au niveau du rapprochement des comptes entre les versements faits au niveau des impôts, ainsi de suite, et des ventes. Pour des experts en économie camerounaise, en plus du document de stratégie pour l'emploi, la valorisation des richesses minières du Cameroun doit passer par le renforcement des capacités des artisans miniers et l'appel au plus grand nombre d'investisseurs. Ça demande à ce que l'État ait une approche qui vise à créer des partenariats plutôt avec les investisseurs pour que les différents maillons, vous voyez, de l'économie camerounaise puissent être insérés, quoi. À la fois dont le personnel, dont les citoyens, mais aussi les petites et moyennes entreprises, vous voyez, qui puissent participer dans le processus en phase d'investissement et en phase d'exploitation. Le Cameroun, pays considéré comme l'Afrique en miniature, est une véritable terre de richesses naturelles. Ces richesses, qui varient d'une localité à une autre, voire d'une région à une autre, bien exploitées, pourront non seulement hisser haut l'économie du pays, tout en ayant un réel impact sur sa population. Martial Zebelinga, quel est votre premier sentiment après la diffusion de ce reportage? On a senti l'optimisme de certains intervenants. Oui, on a entendu l'optimisme de certains intervenants. C'est un optimisme assez ancien. Beaucoup d'Africains ont fini par être convaincus qu'ils sont à un lieu où ce qui est plus important, ce n'est pas les richesses humaines, ce n'est pas leur capacité à réfléchir, ce n'est pas l'écriture du roi Njoya, ce n'est pas, vous voyez, c'est pas ce genre de choses, mais c'est plutôt ce qu'il y a dans le sous-sol. Ce qui relève à la fois d'un préjugé colonial, déjà, voulant que l'Afrique ait surtout sa nature à proposer et en gros, pas grand-chose du point de vue du savoir-faire. Finalement, l'intelligence apparaît dans ce modèle comme quelque chose de fondamentalement importé. Donc évidemment, je ne peux pas me satisfaire de cette approche-là. D'autre part, il faut quand même prendre en considération le contexte global dans lequel s'inscrivent les industries minières africaines. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, il y a peut-être l'une ou l'autre exception, il n'y a pas d'exemple d'exploitation minière qui ait fondamentalement changé la destinée des États africains en bien. On a le cas du Botswana, par exemple, qui est un grand producteur, mais avec un contexte particulier. C'est 2 millions de personnes, c'est très peu de gens, c'est vraiment l'exception. Mais quand vous voyez les pays qui sont les plus riches, enfin, on n'est pas riche en matières premières. Les matières premières ne sont pas des richesses, ce sont des ressources. On se trompe sur ce fait. On peut avoir des matières premières et mourir de faim. Aujourd'hui, on sait que le Congo n'a jamais décollé, précisément parce qu'il avait un peu trop de matières soi-disant premières et qui ont finalement plombé à la fois sa classe politique et son développement. La Guinée est un des pays où on trouve le plus de réserves naturelles. L'indice de développement humain en Guinée, il est très très faible. Guinée-Conakry, il est très très faible. Donc en réalité, je pense qu'avant de rentrer dans cette approche très technicienne et très optimiste, même si bon, je prends note du fait qu'il semble y avoir une volonté
volonté de procéder avec une certaine expertise, même si, sur ce que j'ai pu voir, je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. Avant de rentrer dans cette expertise, il faut prendre le recul de l'histoire et regarder les expériences internationales au niveau africain. Le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, on voit que l'industrie minière, malheureusement, est très corrélée à des situations de guerre, au financement de guérillas, etc. Donc, il faut vraiment prendre la mesure de cette question de façon beaucoup plus sérieuse et pas seulement technicienne et pas seulement économiste, je dirais. Alfred, est-ce que vous partagez l'avis de notre invité quand il dit qu'il n'y a pas de modèle en Afrique en termes de développement, notamment en ce qui concerne les mines ? À part donc l'exemple du Botswana et puis de l'Afrique du Sud, hein, voilà, qui montre effectivement, mais là ce sont des contextes assez spécifiques. Dans l'ensemble, il y a comme une sorte de malheur justement de la possession de ces potentialités, hein, parce que ce sont vraiment des potentialités du sous-sol qui mériteraient effectivement qu'on revoie la manière de concevoir la mise en place de cette industrie minière africaine. Alors, pour en rester au Cameroun, effectivement, on voit là qu'il y a beaucoup d'optimisme, il y a des projets qui sont en cours, mais on reste encore dans le schéma partenariat entre un État, l'État camerounais, et des entreprises étrangères. Ça a été rappelé souvent là-dedans. Et quand on regarde aussi la proportion de ce qui pourrait revenir à l'État camerounais et puis à ces entreprises-là, on voit qu'il y a, c'est vraiment léonin, 40, 60, on se dit, il y a beaucoup d'interrogations à faire. La dernière chose, c'est que dans le reportage, effectivement, on a insisté sur la possibilité, si c'est exploité, etc., la promotion de PME, PMI, mais on n'a pas entendu parler de la question de la formation. Mais il faut justement des personnes formées pour qu'au moment venu, si c'est exploité réellement, que ces gens-là puissent prendre réellement en main, en charge, cette industrie-là. Donc, il y a, là, on est dans la phase exploratoire. C'est très bien, mais il faut effectivement continuer à penser autrement le projet. Enfin, je dirais, bon là, c'est pour le Cameroun 2035. On a entendu ici la Guinée équatoriale pour émergent 2020. Donc, c'est des projets à long terme, mais il faut effectivement que ça soit assis sur quelque chose de fondamentalement solide qui tienne compte des paramètres effectivement qu'on vient d'évoquer. Vous ne semblez pas trop... Oui, je voulais juste dire quand même que... tout en ne partageant pas cette vision, la vision de la lecture qu'on a sur les ressources africaines, prises globalement, donc qu'elles soient camerounaises ou plus généralement les États dans la philosophie dite de développement, il faut reconnaître quand même qu'actuellement dans les travaux exploratoires qui sont faits, il y a un code minier, il y a des structures qui voudraient appuyer le développement minier et qui incluent en principe, en théorie, des modules de formation. En théorie, ils y ont pensé. Mais vous voyez, le secteur des mines partout dans le monde est dominé concrètement, capitalistiquement par des grandes firmes. Ceux qui travaillent, y compris en Afrique du Sud, se relèvent plutôt de l'artisanat minier ou des ouvriers. Et ceux-là, même en Afrique du Sud, vivent dans des conditions de très grande insécurité, même si c'est mieux en Afrique du Sud qu'ailleurs. Ils vivent dans des situations de survie et dans des situations qui sont extrêmement compliquées. Il y a la question des populations locales qui vont souvent être déplacées ou alors qui vont se déplacer pour venir faire des gisements artisanaux, qui vont délaisser l'école, etc. Et après, quand la mine tarit, il ne se passe plus rien. Donc, ce sont des questions qu'il faudrait vraiment réarchitecturer d'une autre façon. Je pense qu'il y a opportunité. Aujourd'hui, où on découvre entre guillemets, de plus en plus de minerais en Afrique. Le Cameroun n'est pas une exception. L'or est devenu pratiquement la première ressource au Burkina Faso, au Ghana, ça fait longtemps, etc. Mais aujourd'hui, les ONG du Burkina Faso se plaignent en disant, voilà, les firmes multinationales prennent tout, les États n'ont rien et les artisans ont l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on pourrait être relativement ambitieux au niveau panafricain et dire, on a par exemple l'expertise très ancienne de l'Afrique du Sud, qui peut être extrêmement importante. Pourquoi ne pas travailler dans un contexte panafricain, une conférence générale panafricaine, qui pourrait résoudre les questions de formation, les questions de négociation internationale qui sont absolument cruciaux. C'est-à-dire que quand on est dans des asymétries d'information, vous discutez avec des entreprises qui existent depuis 100 ans.
donc qui ont une expertise dans la négociation, qui maîtrisent toutes les arcanes financières de votre industrie. Si vous n'avez pas des gens qui sont capables de mettre une contrepartie valable, vous perdez au jeu. Donc je pense qu'on devrait travailler au niveau panafricain pour avoir des institutions dans lesquelles on résout ces questions à la fois de négociation, de formation, mais aussi ce sont des institutions, ces mines en réalité, elles appartiennent au peuple. Donc il faudrait qu'elles reviennent au peuple. Pour en revenir au cas du Cameroun, quel est réellement le potentiel du pays? On a entendu dans le reportage qu'il y a énormément de richesses, mais est-ce que ce potentiel peut par exemple permettre aux autorités de lutter efficacement contre le chômage chez les jeunes notamment? Alors là, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses. Il y a eu à un moment donné, on a parlé du diamant, on a dit que c'était peut-être la plus grande réserve du monde, etc. C'était une entreprise asiatique. Après, on a appris que l'entreprise asiatique avait un petit peu exagéré les choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'on trouve au nord Cameroun, dans l'est du Cameroun, au centre, on retrouve de plus en plus du fer, bauxite, etc. Donc, on pense qu'il y a un potentiel qui est important. Mais ce n'est pas la question de l'importance du potentiel. Je vais vous raconter une histoire très courte. Il y a un scandale que tout le monde connaît, le scandale géologique de la RDC. Si vous prenez l'indicateur ou l'indice de développement humain de la RDC, il est très très faible par rapport à ses ressources. Mais il y a un autre pays dont on parle peu, le Gabon. Le Gabon a eu de l'uranium, mais vraiment dans une quantité qu'on n'imagine même pas. Il y avait tellement d'uranium au Gabon qu'il y a un phénomène naturel qu'on appelle le phénomène d'Oclo. C'est-à-dire qu'il y avait des réactions nucléaires naturelles liées à l'abondance d'uranium. Aujourd'hui, l'uranium du Gabon est épuisé. Il a commencé pendant la période coloniale. Oui. Il n'y a plus d'uranium au Gabon. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors que le Gabon a une faible population, on aurait pu s'imaginer que les retombées seraient plus importantes. Donc il n'y a pas de retombées mécaniques des industries minières. Parce que les industries minières ont une particularité, c'est-à-dire en fait vous creusez et vous pouvez prendre les mines à cet endroit, trader, donc faire des échanges avec des négociants, et en fait, sans faire un investissement local. Donc s'il n'y a pas une stratégie, en fait, une élaboration globale liant ces industries avec le reste des industries, vous allez avoir en réalité un moment où vous allez exploiter les ressources, et puis après, ce sera terminé. En réalité, il faut penser en se disant, parce que la donnée environnementale est aussi extrêmement importante, il faut penser en se disant, quand j'exploite mes ressources, je les exploite dans la durée, pour les générations d'aujourd'hui, pour les générations de demain, comment je transforme des ressources qui ne sont pas renouvelables en capital, en formation, en santé, qui, eux, sont renouvelables. Et dans quel cadre s'inscrit la vision des autorités camerounaises, selon vous? Difficile à dire, parce qu'il y a un document, effectivement, qu'on appelle la vision 2035. Alors, c'est un document qui est, qui respecte toutes les normes internationales, ce dont a priori, il n'y a aucune raison d'ailleurs de s'en féliciter. C'est-à-dire que quand on veut avoir un document qui répond aux normes de la Banque mondiale, il faut se dire quand même qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui se sont développés en suivant les oukases de la Banque mondiale. Donc, ce document est taillé sur mesure pour répondre un petit peu aux attentes ce qu'on appelle des financiers internationaux. On dit qu'on veut être émergent, etc. On ne questionne pas le concept d'émergence. On oublie que les pays émergents ont des caractéristiques très particulières. Ils ont tous une monnaie, tous un système financier. Ce sont des puissances militaires avant même d'être des puissances économiques, ce que nous ne sommes pas. Mais on dit on se projette pour être émergent, alors qu'aucun pays émergent n'a jamais fait de politique pour être émergent. On fait une politique économique pour satisfaire les besoins de sa population, pas pour rentrer dans une catégorie d'une organisation internationale. Mais bon, la vision 2035, disons, elle a le mérite d'exister parce qu'on peut dire qu'elle donne des perspectives et puis on peut la critiquer, donc on peut faire avancer ce modèle-là. On ne voit pas, il y a page 66, vous regarderez dans le document, on parle un petit peu de la question minière, mais c'est vrai que le document a été élaboré, il n'y avait pas encore toutes ces découvertes, il n'y avait pas encore tout cet engouement, donc c'est pas évident de dire. Mais je pense que, objectivement, ce que je perçois, c'est quand même qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt, on se dit, voilà, il faut qu'on fasse différemment. Il y a une logique de mettre ensemble des matières premières, des matières minières avec des infrastructures nouvelles qu'on essaye de relancer. Il y a le fait de dire, on doit prendre en considération la formation, mais au fond,
de ce phénomène. On reste dans l'ancien modèle des matières premières qui vont fournir des retombées. Et je pense qu'il faut voir de façon plus panafricaine, inscrire les peuples dans cette histoire. Il n'y a pas les peuples dans cette histoire. En quelques mots, Alfred, comment associer les PME camerounaises à ce processus ? Bon, là, on est encore dans la phase d'exploration. On ne sait pas ce que ça va donner d'ici là. Mais en amont, effectivement, on peut préparer, mettre en place des dispositifs qui feront effectivement, alors on l'a dit, la formation, c'est très important, mettre en place des mécanismes, des dispositifs qui permettent de lier justement ces PME, de les soit spécialiser en fonction des possibilités qu'offrirait la découverte, l'importance des découvertes de ces matières-là, et puis la construction des grandes entreprises pour sous-traiter un certain nombre de tâches. Ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Merci. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Le général Amadou Sanogo a été interpellé ce mercredi à Bamako. Il a été par la suite placé en détention provisoire en cause des exactions commises par ces hommes pour ses coups en garage journaliste chez Africable. Nul n'est au-dessus de la loi. Et puis les autorités marocaines planchent sur des questions liées à l'immigration illégale. Parmi les mesures envisagées, le changement du statut des immigrés. Une campagne de régularisation est prévue pour 2014. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.